J'ai l'impression d'être au travail là, avec un micro dans la main. Ladies and gentlemen, from the flight deck, we are number 2 for takeoff today, so please remain seated and the flight attendant, please secure his cabin for takeoff, thank you. Le rêve américain, je pense qu'il est propre à chacun en fait, tu vois. J'ai mon oncle en fait qui est venu aux États-Unis il y a 50 ans en fait, après la Seconde Guerre mondiale, et lui il a fait son propre rêve américain. C'est-à-dire qu'il a énormément travaillé pour gagner énormément d'argent et pour faire sa vie, pour acheter ses maisons, etc. Ça peut être un rêve américain. Moi mon rêve américain c'était vraiment d'arriver ici, de fonder une famille et d'avoir un métier qui me permettait en fait d'avoir cette famille. Et en plus de ça, bon effectivement, en plus de ça j'étais pilote de ligne, c'était quand même la cerise sur le gâteau. Donc ça voilà. C'est ma famille avant tout, quoi. Quand on a lancé French Expat en octobre 2019, on avait la boule au ventre. Qui allait nous écouter ? Et si on était ridicule ? Et si les histoires ne rencontraient pas leur public ? Comment allions-nous éditer les témoignages récoltés ? Mais vous vous en doutez, on a tout de même fini par appuyer sur le fameux bouton « Publier l'épisode ». On a même un peu publié en secret initialement, pour tout vous avouer, le temps de s'assurer que tout fonctionne. Mais à peine 1 heure après, nous avons reçu le message suivant. « Super cool le podcast, je viens d'écouter l'épisode 2, le 1 ne fonctionne pas. » Bon, mis à part le souci technique, c'était fou et désormais officiel, nous avions au moins un auditeur. Chemin faisant, on a commencé à discuter avec Anthony, jeune Français parti vivre en Chine pendant quelques années, mais ayant rencontré l'amour en Californie, d'où il nous écoutait et où il s'était installé peu de temps auparavant. Une belle histoire d'amour et de reconversion un peu dingue, vous savez, le genre de reconversion dont on entend surtout parler auprès de celles et ceux qui ont décidé de changer de vie en partant vivre à l'étranger. Cette personne, c'est Anthony Derindigé. Ingénieur devenu pilote de ligne, on s'était quitté en janvier 2020, juste avant le début de la pandémie. Et cette semaine, il est à Denver, dans le Colorado, là où je vis désormais. C'était donc l'occasion d'aller prendre de ses nouvelles. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Pour ceux qui nous écoutent, t'es un des tout premiers auditeurs, limite le premier auditeur de French Expat. Techniquement, je pense que je suis le premier. Parce que c'était pile, aujourd'hui on est le 6 octobre au moment où on enregistre ça, on a sorti notre premier épisode le 7, mais il était sorti quelques heures avant, et je me souviens que tu nous avais envoyé un message sur Instagram en disant mais je l'ai écouté votre épisode. Je pense que j'avais pas grand chose à faire, je me suis dit tiens, je vais écouter un podcast. J'écoutais pas de podcast à l'époque. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant en fait. De parler de français aux États-Unis ou à l'étranger. J'ai trouvé ça vraiment top, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux nous rappeler où est-ce qu'on s'était quitté à l'époque ? Tu étais donc ingénieur, je ne sais plus exactement dans quel domaine. Tu revenais d'Asie. Oui, c'est ça. Tu nous avais raconté l'histoire d'amour avec ta femme, comment vous étiez rencontrés sur un terrain de camping, un truc un peu incroyable. Et en attendant ta green card, pour pouvoir bosser, tu étais revenu en fait à une de tes premières passions qui était l'aviation. Et tu avais commencé à enquiller littéralement toutes les heures de vol. C'est ça. Et au moment où on se quittait, tu avais une offre de SkyWest. Ouais, tout à fait. Mais c'était un petit peu en suspens puisque y avait le Covid et que tu savais pas trop à quelle chose qu'elle allait être servie. Et en fait, je crois que quand on s'était quitté, j'avais pas encore reçu le coup de fil de SkyWest qui me disait qu'en fait ils annulaient l'offre d'emploi, et du coup je savais plus trop si ça allait se faire, pas se faire. En fait personne ne savait vraiment ce qui se passait aux États-Unis avec le Covid dans le monde. Et en fait 1 an plus tard j'ai reçu un autre coup de fil qui me disait donc janvier 2021, en février ou mars 2021, qui m'a dit en juin il faut que vous veniez à Salt Lake City et puis on va commencer le training. Donc janvier 2020 on s'est quitté et je pensais être pilote de ligne et je ne l'étais pas. Et 1 an plus tard, j'ai reçu le coup de fil qui me disait que j'allais recommencer la sélection et repartir là-dessus. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as fait de cette année en attendant ce nouveau coup de fil ? J'ai continué à être instructeur, donc ce que je faisais avant. Donc et j'ai continué à le faire. Après, avec le Covid, ça s'est quand même vachement baissé. J'ai organisé mes journées vraiment différemment. Et ce qui était génial, parce que j'ai pu être avec mon fils beaucoup plus souvent, donc ça c'était génial. Et bosser aussi à côté. Et puis j'ai continué comme ça. Moitié maison, moitié vol.
Et à quel moment est-ce que tu as su que finalement ce presque hobby en fait que tu avais en attendant ton association de travail, etc., allait devenir ton métier tous les jours, tu vois? À quel moment tu t'es dit, mais en fait, ma vie, ça va être celle d'un pilote de ligne? En fait, moi, j'ai toujours voulu. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours voulu être pilote de ligne. C'est juste qu'en France, à l'époque, donc c'était il y a une petite quinzaine d'années, c'était pas aussi facile. Il y avait peu de débouchés, peu de travail, etc. Et j'ai pris le choix de la facilité, c'est-à-dire de partir sur un diplôme d'ingénieur qui est financé par la France et qui débouche quand même sur beaucoup de travail. Et donc pour assurer tes arrières. Voilà, assurer mes arrières. Et puis je me suis dit, voilà, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être que ça arrivera, peut-être pas. Ouais. Et peut-être que je serai pilote de ligne, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris le chemin de la sécurité et d'être ingénieur. Donc là, pour le contexte, on est dans le bar de l'hôtel où tu restes pendant ton escale à Denver, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, c'était un rêve en fait que tu as cultivé depuis tout petit? Tout à fait. Ah oui, depuis que je suis tout petit, oui, mon papa était pilote. Lui, pas pilote professionnel, mais toujours pilote. Et je me suis dit, c'est quand même cool de pouvoir voler et d'être payé pour voler, quoi. Un truc que tu m'avais raconté dans l'épisode qu'on avait fait sur la peur en avion, parce qu'en fait, tu as participé 2 fois au podcast, c'est que, en fait, quand vous partiez en vacances en famille, vous partiez en avion. T'avais, en fait, comme on a un peu, si tu veux, l'image d'Épinal de papa conduit, maman à la carte à côté. C'est ça. Là, c'était pareil, mais c'était dans un avion, toi. Exactement. Et c'était pareil. Ma maman avait la carte, elle s'occupait de la navigation, mon papa pilotait. Voilà. D'accord. Et vous partiez loin avec ça? On restait en France, mais on partait partout en France. Ouais. C'est génial. Et parfois c'était en avion, parfois en hélicoptère. Ça dépendait. Ouais. Donc tu me disais comment est-ce que tu as pris ton mal en patience en attendant cette nouvelle offre. Du coup, tu t'attendais à ce qu'elle revienne cette offre une fois que la situation se calmerait? On pensait qu'elle allait revenir, mais on savait vraiment pas quand en fait. C'était le problème. Parce que en même temps, en fait, où j'ai eu la nouvelle offre de SkyWest, j'ai accepté une offre d'emploi en fait. Au même moment, j'étais en fait pilote privé pour quelqu'un qui avait un avion et qui avait besoin en fait d'un pilote pour le balader. Ouais. Et je le baladais un peu partout. J'allais à Vegas, j'allais à Phoenix, etc. Et donc j'avais accepté ça parce que c'était quand même une évolution en fait dans ma carrière. Mais en même moment, j'ai eu SkyWest qui m'a demandé en fait d'aller aussi chez eux. Donc je savais vraiment pas quand ça allait arriver. Et puis ça arrivait vraiment. Mais vraiment au milieu de nulle part en fait. On ne pensait vraiment pas que ça allait arriver. C'est-à-dire que le lundi, je partais voler. Le mardi, SkyWest m'appelait pour me dire la semaine prochaine, il faut que vous veniez, quoi. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et alors, tu me dis que pendant cette période d'entre-deux, en fait, tu étais content aussi de passer du temps en famille. Ouais. Alors ça, oui. C'est quoi l'équilibre en fait vie pro, vie perso quand tu es pilote de ligne? Alors l'équilibre, en fait, c'est vraiment compliqué en ce moment. Ça dépend vraiment de la situation de la compagnie, de ta situation dans la compagnie. Est-ce que tu es très senior? Ton ancienneté Ton ancienneté, voilà. C'est très, très ancien ou pas. Tu as des mois en fait, où tu travailles pas beaucoup ou alors de façon, on va dire, très intelligente. C'est-à-dire que tu vas bosser 3 jours et après 3 jours après, tu seras à la maison. 3 jours on, 3 jours off. Et ça, c'est quand même relativement bien parce que tu arrives à avoir un bon équilibre à la maison. Tu arrives voilà, tu sais que tu vas être à l'hôtel pendant 2 jours cette semaine, mais tu sais que voilà, après, tu vas passer tout le temps le reste avec tes enfants. Ça, c'est quand même bien. Puis après, tu as des mois un peu moins sympas où là, je sais pas, tu as 5 jours on, 2 jours off, 5 jours on, 2 jours off. Et là où tu es 4 jours à l'hôtel, tu vois pas tes enfants et tu rentres 2 jours. Et puis les 2 jours, je veux dire, ça part à une vitesse mais de folie, quoi. Et ça, c'est assez dur. Mais ça dépend vraiment, en fait, de ton emploi du temps. Donc là, j'ai la chance, pour le moment, d'avoir un super emploi du temps. T'as tes week-ends, généralement? Pour le moment, les week-ends, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que les enfants sont pas encore à l'école. D'accord. Heather, ma femme, qui travaille, en fait, un peu les week-ends, etc. Donc, pour moi, les week-ends, ça n'a pas une grosse importance pour le moment. Donc, c'est même mieux, en fait, pour moi. Du coup, j'arrive à avoir un emploi du temps un peu plus flexible. Mais, ouais, j'ai un emploi du temps plutôt cool. Donc là, en octobre, par exemple, j'ai 18 jours off. Génial. Sur 30, donc c'est quand même relativement cool. Donc, ça fait 18 jours Sachant avec mes enfants. Sachant que t'es pas payé au vol, t'es payé par mois. Alors je suis payé au vol, mais avec un minimum. Donc à la fin, c'est comme si je suis payé au mois en fait. D'accord. Après, si j'ajoutais des vols en plus dans le mois, là je serais payé en supplément. Ouais. Avec tout ça, en fait, avec tous ces changements professionnels, il y a eu aussi un deuxième bébé qui est arrivé dans ta famille. Et oui, et c'est ça ce qui s'est passé depuis, c'est que donc on avait Gabriel à l'époque qui avait à peine 1 an quand on s'est parlé. Et depuis, on a Pierre
qui a maintenant aussi 1 an, qui a 12 mois, qui est arrivé pendant le Covid. Bon après, c'est pas forcément un bébé Covid, parce qu'on le voulait depuis longtemps, mais effectivement, elle est arrivée pendant le Covid et c'est notre deuxième. Et alors, à quoi ça ressemble ton quotidien aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à Denver dans le cadre du travail et je rencontre quelqu'un pour la première fois que je parlais énormément sur Instagram, etc. Et pour la première fois, du coup, je rencontre, ça c'est cool. C'est quand même relativement rare, hein. C'est la première fois que C'est vrai? Je rencontre quelques personnes de temps en temps, mais disons que dans ce cadre-là, pas forcément. Ouais. Mais mon quotidien, franchement, c'est génial. Hein. Quand je vais voler, par exemple, hier j'étais en Californie, le soir je l'ai passé dans l'Illinois à côté de Chicago. Aujourd'hui je suis à Denver, demain je retourne en Californie. Et puis après je passe 5 jours avec mes enfants et ma femme. Donc là elle travaille énormément dans ce moment, donc on va pas faire grand chose, mais la semaine dernière on était en vacances à Carmel. Donc on bouge pas mal, on essaie de visiter un peu des coins aux États-Unis qu'on connaît pas trop. Et là, il y a 3 semaines on était à Spokane à Washington. Donc ça c'était génial. On avait profité de SkyWest pour voyager. Donc notre quotidien en fait c'est un peu vivre au jour le jour en ce moment. Et oui, au niveau de la vie de famille, j'ai vraiment beaucoup de chance en fait avec ma situation actuelle d'être pilote et d'être à l'hôtel 2-3 nuits par semaine, d'avoir ma femme qui s'occupe de tout à la maison, qui a un métier de photographe qui est quand même assez flexible, et j'ai eu énormément de chance, ça c'est sûr. Sans ça, ce serait un peu difficile de pouvoir vivre ma passion et mon métier comme je fais actuellement, quoi. Dis-moi, tu me parlais tout à l'heure, puisqu'on a dîné avant d'appuyer sur enregistrer, tu me parlais en fait de l'apprentissage du français au sein de ta famille. Tu peux me raconter un peu comment ça se passe? Je ne parle que 100% en fait français à mes enfants, à Pierre et Gabriel, et ma femme ne parle que anglais aux enfants. On essaie vraiment d'avoir de scinder en fait le langage en 2 parties, le papa qui parle français et la maman qui parle anglais. Et tu arrives à t'y tenir? Enfin, je veux dire, c'est quand même une gymnastique mentale. Ouais. Si ta femme elle te parle en même temps que tu parles à tes enfants, enfin, c'est pas facile quand même. Alors c'est pas facile, mais je pense qu'avec l'habitude on y est arrivé. Et bon, de temps en temps il m'arrive de lâcher un mot anglais aux enfants. Et c'est marrant parce que Gabriel il me le reproche très rapidement. Il te corrige. À partir du moment où je parle anglais, il me dit oulala, non papa. Et il commence à m'expliquer. Par exemple, si je dis yes, il va me dire non yes, maman yes, papa oui. Et si je dis des couleurs en français ou en anglais, il va me dire pareil, et c'est adorable en fait. C'est génial en fait. Je savais pas trop parce que c'est notre premier enfant, on savait pas. J'ai pas trop suivi non plus comment se passait l'apprentissage de la langue française ou avec des enfants, etc. Et en fait, ça se passe très bien. Et je pensais pas, mais Gabriel, il a vraiment compris. Il arrive à savoir, il a 3 ans, mais il arrive à savoir quand je parle français ou quand la maman parle anglais. Et il arrive vraiment à scinder ça. Et je savais pas trop, en fait, s'il allait vraiment voir la différence. Et il le voit extrêmement bien. Et si je fais une erreur, il me le reprochera. Et c'est génial. Et du coup, il parle couramment français. Enfin, là, il le comprend, il le parle bien. La langue majoritaire, c'est l'anglais, forcément. Hein. Je suis le seul français parmi tant d'anglais autour. Par contre, il comprend 100%. Il comprend tout ce que je dis en fait. Donc ça c'est génial. Et s'il me le répond, en général, il va me répondre en anglais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander en fait de me le répéter en français. Donc c'est énormément de travail, mais je pense que sur le final, ça va payer en fait. Et je pense qu'il aura un français un peu plus équilibré avec l'anglais. Je sais pas, on verra. Je suis pas un expert, j'ai fait au mieux en fait pour le moment et on verra. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi qu'il parle ta langue? C'est une bonne question. Ça c'est génial. Hein. Franchement, c'est génial parce que qu'est-ce qui te définit en fait dans la vie? C'est quoi qui te définit, tu vois? C'est ta nationalité, c'est ton passeport, c'est ta culture, c'est quoi en fait? Et je sais pas. Et pour moi, un langage c'est tellement riche en fait. Ça t'amène tellement de connexions en fait, au niveau de ton cerveau, etc. Ça apporte énormément. Et le fait de parler 2 langages, je pense que ça te permet d'avoir un niveau de compréhension un peu différent. Et puis en plus de ça, le français en fait, ça t'apporte une culture que forcément on n'a pas forcément ici. Et cette culture, je pense que c'est important de la garder. Et je pense que c'est vraiment dommage en fait de
de perdre le français, une culture sur une génération en fait. Je trouve ça même triste en fait. Voilà. C'est vrai qu'on rencontre, je sais pas si ça t'est arrivé, mais ça m'est arrivé en 10 ans de vie à Boston, je rencontre pas mal de gens en fait qui disent ah ouais mon père est français ou mon père parle français, mais moi je parle pas, je le comprends vite fait mais je parle que anglais quoi. C'est un truc, t'en penses quoi? Moi j'avoue que ça me fait un peu peur. Exactement, et c'est marrant parce que la semaine dernière je volais avec une hôtesse de l'air. Elle me disait ma maman est italienne et je lui dis ok, du coup tu parles italien et tout, c'est cool. Et elle avait dit non je parle que anglais. Et je dis ok. Et je trouve que c'est vraiment dommage en fait de perdre cette culture parce que c'est une culture hein, le langage. Ça et puis ça. C'est pas que parler une langue quoi. C'est que exactement. Ça apporte des connexions, ça t'apporte énormément plus que juste parler langue. Et puis même si tu vas dans un autre pays, tu comprends, tu peux aller là-bas, tu peux parler avec les gens, j'ai du mal à expliquer. Je ne pourrais pas l'expliquer. Pour moi, c'est tellement riche en fait d'avoir une deuxième langue que ce serait dommage de la perdre quoi. Franchement, ce serait vraiment dommage de la perdre. Alors du coup, ta femme, est-ce que tu veux nous repréciser, pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Parce que c'est une histoire un peu magique. Alors, magique. Et après, on va parler des langues qu'elle parle. On s'est rencontrés il y a 11 ans maintenant. C'était dans un camping aux États-Unis, en Californie, dans les montagnes, à côté d'une petite station de ski. C'était en été. Et j'avais 21 ans à l'époque. Je venais aux États-Unis juste pour le fun, pour rencontrer un peu. Tu faisais un road trip, t'étais basé chez tes cousins ou c'est ça. J'avais des cousins, j'ai des oncles et des tantes aux États-Unis. Puis ils m'ont dit là, on va là-bas, tu verras, c'est cool. En plus, c'était en été, en Californie. Donc je me suis dit super, je vais en short et en t-shirt. Et puis en fait, l'été en Californie, il neigeait et j'avais très froid. Et Heather, donc ma femme, qui me disait peut-être que tu mettes un jean et des chaussettes, tu auras froid. Et je dis ouais, mais j'ai pas prévu jean et chaussettes, moi je vais en Californie. Et comment tu l'as rencontrée, la fameuse Heather? Elle était autour d'un feu de bois. J'avais froid. Je me suis mis à côté de ce feu de bois. Mais elle était en famille, non? C'est pas ça? Ouais, elle était en famille et puis. Et toi, tu t'es tapé Joe Lincruste en fait, c'était un gros feu de bois et un petit peu. J'avais froid. Imagine-moi 11 ans auparavant, je parlais pas forcément en anglais. C'est vraiment l'anglais basique, tu vois, de minimum quoi. Tellement basique que Heather elle pensait que je parlais pas anglais, tu vois. Et je me suis dit il fait froid, il va falloir que je me mette autour du feu. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, elle avait une petite caravane, on était dans la caravane, on jouait au jeu de cartes, etc. Et puis et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et de fil en aiguille, elle est venue en France, je suis revenu aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'étais pour le travail, je suis allé à Moline dans l'Illinois, qui est peut-être à 30 ou 40 km de Iowa City. Et Iowa City, en fait, c'est là où je suis parti pour mes études en échange universitaire juste pour 6 mois. Et c'est comme ça, en fait, que du coup, j'ai pu voyager un peu plus souvent, en fait, avec Heather à l'époque. Et je suis passé au-dessus. Aujourd'hui, j'ai pris des photos. Je suis passé au-dessus d'Iowa City. Et pour la petite histoire, le premier voyage que j'ai fait avec Heather quand je suis arrivé aux États-Unis pour mon échange universitaire, c'était à Denver. Ah ouais? Et voilà, donc aujourd'hui, je suis venu à Denver de Iowa City et elle devait venir aujourd'hui, elle n'est pas venue. Mais oui, malheureusement. Malheureusement, mais on aurait dû refaire ça 10 ans après. Ce n'est que partie remise. Ouais, c'est clair. Toi, maintenant, tu parles anglais correctement puisque tu nous fais de magnifiques annonces dans l'avion. Ah non, j'ai toujours cet accent. Toutes les hôtesses, les captains, ils rigolent un peu avec mon accent. C'est vrai? Ouais, c'est pas grave. Et Heather, elle parle un petit peu de français ou pas du tout? Alors, quelques mots, mais pas plus que ça. Je pense qu'il y a tellement de travail à la maison, entre les enfants, son travail, etc., qu'elle n'a pas encore eu l'occasion vraiment de s'immerger dedans. J'espère que ça arrivera, je pense que ça arrivera. Mais pour le moment, c'est pas encore au goût du jour. Et comment vous faites du coup avec ta famille? Je sais que vous êtes rentrés il n'y a pas très très longtemps pour quelques temps. Comment est-ce que vous faites en France du coup? Est-ce que tu fais la girouette traductrice? Ouais, un peu de ça, oui. Après, ma maman, elle parle un peu plus anglais. Mon papa un peu moins, mais on arrive toujours à communiquer. Moi, je traduis quand ça commence à être un peu compliqué. Ça se passe bien en fait. On se connaît bien. Les langages des mains, ça marche bien. C'est un peu de traduction, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que mes parents en fait discutaient énormément avec ma femme via WhatsApp en fait. Sérieux? Ouais. Parce que toi, tu réponds jamais?
Non, je suis pas dans le groupe, moi. Ils parlent entre eux. En fait, Heather, elle partage énormément de photos parce qu'elle est photographe, donc elle partage beaucoup de photos de Gabriel, de Pierre avec mes parents. Et j'en suis vraiment reconnaissant, c'est vraiment génial. Ma maman parle anglais, Heather répond en anglais, et mon papa, il parle en français, et Heather traduit sur Google Translate, et elle répond en français, en anglais, et puis elle retraduit en français, et ça marche bien comme ça, et pour le moment ça marche bien. Ouais, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ouais, on a toujours à trouver un moyen de faire fonctionner. Et quand Gabriel était en France, il arrivait en fait à parler pas mal en français en fait avec mes grands-parents. Enfin, avec ses la grands-parents. Différence entre les grands-parents, je parle français, avec maman, je parle anglais. Ou... Et ouais, en fait, je trouve qu'il a bien évolué en fait. Donc c'est énorme, hein, l'immersion. Ouais, il faudrait l'emmener un peu plus souvent. C'est ça le but. Vous rentrez quoi, une fois par an? C'était ce qu'on s'était dit avec avant Covid, etc. Ouais, bien bon, sûr, maintenant, après le Covid, ça a été compliqué. Mais oui, c'est une fois par an. C'est ce qu'on va essayer de faire. Allons, on va faire un peu plus maintenant que tous les vols reprennent un peu. Delta qui reprend les vols depuis Los Angeles jusqu'à Paris. De San Francisco, on a maintenant 3 compagnies aériennes qui rentrent en France, donc on a un peu plus d'occasion de rentrer en France. Ouais. Est-ce que tu dirais que toi, en fait, être devenu pilote de ligne aux États-Unis, est-ce que ça fait partie un peu de ton rêve américain, ou c'est quoi ta définition du rêve américain? C'est une bonne question. Le rêve américain, je pense qu'il est propre à chacun en fait. Tu vois, j'ai mon oncle en fait. Enfin, c'est pas mon oncle, c'est l'oncle de mon papa qui est venu aux États-Unis il y a 50 ans en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, et lui il a fait son propre rêve américain, c'est-à-dire qu'il a énormément travaillé pour gagner énormément d'argent et pour faire sa vie, pour acheter ses maisons, etc. Ça peut être un rêve américain. Moi, mon rêve américain, c'était vraiment d'arriver ici, de fonder une famille et d'avoir un métier qui me permettait en fait d'avoir cette famille. Et en plus de ça, bon, effectivement, si en plus de ça j'étais pilote de ligne, c'était quand même la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est ma famille avant tout, quoi. Quelle relation, du coup, est-ce que tu entretiens avec les US? Là, tu me disais il y a quelques minutes avant qu'on appuie sur enregistrer que tu es sur carte verte et que tu as la nationalité française, mais pas américaine, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, ça fait 4 ans que je suis aux États-Unis avec une green card. Étant marié avec une américaine, je peux demander la nationalité après 3 ans. Et donc, j'ai commencé ces papiers, en fait, il y a quelques mois. D'accord. Pour le moment, je suis sous green card. Donc, tu as décidé de devenir américain. Et j'ai décidé de devenir américain. Et en fait... Et c'est surtout logique en fait dans le sens où mes enfants, mes 2 enfants, Pierre et Gabriel, sont français, mais aussi américains. Ouais. Et je me suis senti, je me suis senti un peu obligé en fait d'avoir la même nationalité qu'eux. Donc c'est plus pour tes enfants que pour le pays? Sincèrement, c'est une bonne question. J'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je pense que si j'avais pas eu mes enfants, ça aurait mis un peu plus de temps. Je pense que je l'aurais eu parce que voilà, je suis attaché au pays et puis à ma femme, etc. Et puis maintenant, voilà, on habite ici. Mais je pense que ce qui a vraiment déclenché le truc, mes 2 enfants sont franco-américains avec 2 passeports. Et je me suis dit, ça serait bien de faire comme eux en fait. Ouais. Voilà, d'être sur un pied d'égalité avec eux. Ouais, de les suivre. Ouais. Et Heather, alors du coup, est-ce qu'elle va devenir française? Je pense qu'un jour, si on part revivre en France, je pense que oui, tout à fait, elle voudra l'être. Mais pour le moment, c'est pas encore au bout du jour. Ouais. Mais on en a parlé ensemble. Et si on devait partir des États-Unis pour vivre en France, on le ferait. Et alors, est-ce que partir des US, c'est un plan ou pas du tout? Ou c'est un truc un peu... Disons qu'on a réfléchi à la possibilité. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment très, très possible. Mais pas maintenant. Ouais. Mais c'est possible. En plus, avec mon métier, en fait, il y a des compagnies aériennes américaines qui sont basées en France. Ouais. Et je pourrais, en fait, être basé en France tout en étant basé sous les lois américaines. Donc, pour le moment, c'est une possibilité. C'est pas encore le choix à 100%, mais ça pourrait être vraiment, en fait, génial pour les enfants. En fait. Vraiment, encore une fois, c'est pour les enfants. Avoir une école française, avec une culture française, leur donner, en fait, la chance de vivre en France et de parler français. Parce que, bon, après, voilà, s'ils retournent aux États-Unis ou quoi que ce soit, ils auront plus cette chance-là après, quoi. Donc, c'est une possibilité, on verra. Pour le moment, on n'y est pas encore. Qu'est-ce qui fera que vous faites le grand saut, tu penses? C'est à cause des tueries dans toutes les écoles, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est toutes les insécurités que tu peux avoir ici. Voilà. Mais moi, j'avoue qu'aussi, si je me barre, c'est ça. Je pense que tu pourras pas le mettre, mais... Pourquoi? Voilà. C'est vrai? Ouais, c'est vachement... ça qui vous fait vous poser la question. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, en fait, sinon, vous resteriez ici, tu penses? Ah oui, je pense que oui. On est vraiment bien ici. C'est juste que moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est
que dans une école à côté de mes enfants, il y ait un problème d'armes à feu. Pour moi, c'est pour tous les Français en fait, c'est inconscient. Et aux États-Unis, c'est normal entre guillemets, et c'est normal, hein, c'est normalisé maintenant. C'est normalisé, c'est dingue. Et c'est un sujet qui est vraiment qui m'est très à cœur, et qui est aussi à cœur à Heather. Et c'est voilà. Si ça arrive, si ça se rapproche de nous, on restera pas très longtemps aux États-Unis. Donc pour l'instant, c'est pas un projet à court terme. Non. Et on espère du coup ça ne le devienne pas, puisque vu les critères que tu viens de nous poser. Surtout pas, mais voilà, on a ces options-là, on en a parlé, on sait que si ça arrive, on aura la possibilité de le faire. Ouais. Et quel rapport est-ce que tu entretiens avec la France du coup aujourd'hui, et tes enfants, tu vois, genre comment est-ce que tu arrives à leur transmettre la culture, puisque tu parles en fait, tu vois, de l'école française, mais du coup ils sont pas encore scolarisés. Comment est-ce que tu arrives à transmettre cette culture au sein d'une famille multiculturelle justement? Déjà le langage, hein, on en parlait avant, le langage c'est la première partie. La seconde partie, ça peut être un peu nos habitudes. On mange tard, on mange je sais pas, à 20h le soir, etc. Ah ouais, t'as pas pris l'habitude américaine là-dessus? Mais ouais, on mange tard, on mange à la française, autour d'une table, pas sur un canapé, donc tout ça. Et puis on regarde énormément de films ou je sais pas, des dessins animés en français. J'essaie vraiment d'inculquer le français, et pas que le langage, mais vraiment les habitudes en fait. Voilà. Ouais. Donc tu as une grande tradition autour du repas, ce que tu dis. Le repas, ouais, c'est important pour moi. Comment est-ce que t'imposes ça vis-à-vis, en fait, dans un couple, on est d'égal à égal. Est-ce que Heather, elle a grandi avec ce genre de tradition ou pas? Tu vois, ça c'est génial que tu poses cette question, parce que en fait Heather, elle est pas du tout dans ce cas-là. Elle c'était souvent manger très tôt sur le canapé. Chacun pour soi. Chacun pour soi, regarder la télé. Et moi, ça a été un peu dur, et du coup, on en a vraiment. J'ai pas imposé ça, on en a parlé tous ensemble. Et on s'est dit voilà, moi je viens aux États-Unis et je comprends qu'il y a énormément de culture américaine, ça, mais j'aimerais aussi apporter quelque chose qui sont importants. Et du coup, j'en ai parlé un peu de ces repas. Bon, alors les repas à 20h, c'est pas facile avec des petits, quand même. Voilà. Les petits, ça c'est plutôt 7h ou quoi que ce soit. Mais on se met quand même autour d'une table à 7h et on mange comme si on mangeait en France, quoi. Et voilà, ça fait partie de ce que j'ai fait. Après, je sais que de temps en temps, on se fait des repas devant la télé, c'est rare. Mais alors, je sais que ça lui plaît énormément, et donc ça, c'est une première partie, ouais. Après, on lit beaucoup de livres en français le soir, on fait des histoires en français. Je pense que même le fait d'être juste moi-même et d'être français, j'apporte les traditions tout doucement sans vraiment le savoir, en fait. 4 ans, tu vis dans une famille multiculturelle, 4 ans aux États-Unis. Quelles sont les habitudes peut-être en fait que tu as prises, quoi, juste parce que tu vis dans un autre pays? On en a tous prises des habitudes comme ça. Moi perso, je mange beaucoup plus tôt que toi maintenant. Alors ça, je t'avoue que c'est l'une des choses que j'ai vraiment réussi. Moi, je veux manger à 8h, elle veut manger à 6h, donc c'est 7h en fait. 7h, c'est notre truc. Mais après, quand on est en famille, je sais très bien que voilà, ce sera peut-être 4h ou 5h. Bon. Et à chaque fois, je ferai une petite remarque comme ça, un peu, voilà. C'est j'aime bien être. Voilà. Je sais être flexible s'il faut l'être, quoi. Avec sa famille, et surtout, je le fais. Et puis voilà, on mangera devant la télé à 4h de l'après-midi. Bon, très bien, on le fera. Quelles habitudes j'ai prises? En fait, j'ai tellement changé ma vie en fait quand je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé ici, je me suis marié, j'ai eu un enfant, un deuxième enfant. Je pouvais pas vraiment apporter mes habitudes. L'habitude que j'ai perdue, c'était j'ai arrêté de faire du vélo en fait. J'ai arrêté de faire du sport. Donc j'ai fait un Ironman. Je sais pas si tu te souviens, pendant la période où j'attendais en fait ma green card, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait un Ironman. Et puis j'ai un peu arrêté parce qu'avec les enfants, en fait, c'était dur de trouver un équilibre en fait entre les heures de vol et puis aussi rentrer à la maison et m'occuper de l'enfant, parce que j'avais Heather qui aussi s'occupait de lui, donc c'est vraiment très dur. Et après un an en fait, et surtout le Covid est arrivé, et puis on s'est dit tiens, on a du temps, du temps pour nous. Et donc là j'ai réussi en fait à me remettre au vélo. Et donc là maintenant je fais du vélo tous les jours. J'ai pas arrêté depuis le Covid. Et Heather aussi, elle a refait un peu du sport, donc on prend un peu plus soin de nous en termes de sport en fait. Je fais du sport, c'est pour ça que d'ailleurs
voilà. Je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui parce que j'étais à la salle de sport. C'est bien. Il y avait une culture du travail et du temps perso comme ça dans ta famille en grandissant, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert un peu toi en devenant papa, en devenant homme en fait? Ouais, je l'ai vraiment découvert moi-même parce qu'en fait mes parents ont énormément travaillé, ils ont tous les deux leur entreprise, ils travaillent énormément et alors on faisait pas beaucoup de vacances, mais quand on faisait des vacances, ce sont des vraies vacances, on partait 2 semaines ou peut-être 3 semaines, mais on partait quand même relativement longtemps et on allait quelque part très intéressant, mais c'était très rare. Ouais. Mais je les voyais pas souvent mes parents en fait. Parents travaillaient de 8h à 19h le soir, j'avais des nounous, etc. Et pour moi c'était normal en fait. Et maintenant je me rends compte en fait que non, je peux faire un peu plus que ça. Et voilà, je regrette pas du tout parce que je comprends que mes parents en fait ils avaient besoin de travailler. Mais moi j'ai aussi besoin d'être avec mes enfants et puis avec Gabriel. C'est notre génération en fait. Est-ce que notre génération est un peu en train de réinventer les modèles familiaux, les modèles professionnels aussi, enfin je sais pas. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner au Anthony de janvier 2020? Je pense que j'aurais dire sois patient en fait. Parce que en fait tu vois quand on m'a annoncé que Skyros n'allait pas se faire, que j'allais pas être pilote de ligne, j'étais un peu déçu. Puis surtout je voulais vraiment, voilà, je me dis il faut que ça se passe, j'ai envie de le faire. Et donc ouais, sois patient, ça viendra. Il faut juste voilà, il faut se calmer et ça viendra, voilà, il faut être patient. Et t'avais réussi à être patient? Non. En fait, ne pas savoir ce qui va se passer, pour moi, j'ai besoin en fait d'avoir un peu le contrôle sur ma vie. Et le Covid, en fait, ça a apporté énormément d'incertitude, voilà, d'inconnu en fait dans ma vie, et ça m'a pas du tout plu. Et maintenant que je sais ce qui s'est passé dans ma vie, c'est facile pour moi de dire effectivement, voilà, sois patient, ça va arriver. Parce que c'est arrivé. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est un conseil, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est profite vraiment de la vie de famille. Ouais. Et ça, mais j'ai tellement profité avec Gabriel et Heather, donc ça c'était génial. Et je pense que même le français, au niveau le langage, pour moi c'est important qu'il parle français. J'ai énormément parlé français avec lui pendant en fait ces années où il était très jeune, et je pense que ça a vraiment influencé en fait sa compréhension du français. Et ça fierté. Voilà. Ouais, fierté et vraiment content en fait. Ouais, c'est vraiment génial. Trop bien. Voilà. Eh ben c'est génial. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour moi, pour les gens qui t'écoutent, pour Heather, pour tes enfants? Un petit mot de la fin. Bah écoute, je suis vraiment content de t'avoir rencontré parce que on a fait ça. J'étais en Californie, tu étais à Boston, donc il y a quand même. J'avais mon fils de quelques mois sur les genoux qui dormait. C'était pas toujours facile. C'est vrai que si on m'avait dit en lançant le podcast que ça allait mener à des rencontres en vrai et à des rencontres finalement sur le long terme aussi, tu vois. Exactement, ouais. Je m'y serais pas vraiment attendu. Tu parles du long terme, mais c'est vrai, ça fait 4 ans. On a pu très bien se perdre de vue, quoi que ce soit, et ça fait vraiment plaisir de rencontrer. Et je rencontre peu de Français en fait, finalement, aux États-Unis. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup, Anthony. Avec grand plaisir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Anthony pour cette très chouette rencontre en personne dans un bar de Denver. J'espère que ce petit retour aux sources vous aura plu. À vous, auditeurs de la première heure, vous aurez certainement apprécié avoir quelques nouvelles d'un de nos tout premiers auditeurs, vous l'aurez compris, de French Expat. Et si vous ne connaissez pas encore l'histoire d'Anthony, je vous invite fortement à aller la découvrir. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Il est désormais temps pour nous de reprendre notre programmation habituelle. Je vous souhaite donc une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, eh oh. C'est bon, ça marche bien. Cool.